Mesdames, Messieurs, notre téléspectateur, bonsoir. Bienvenue dans Coup de projecteur. Ce soir, nous sommes à la CENI avec nos deux invités, Madame Djenab Touré, commissaire à la CENI, directrice adjointe du département planification et fichier électoral. Bonsoir, Madame. Et puis, Monsieur Bader Kaba, professeur de droit et de sciences politiques. Ici, il vient apporter son expertise juridique à la CENI. Bonsoir, Monsieur Kaba. Alors, aimable téléspectateurs, nous allons, avec nos deux invités, savoir les fondements juridiques sur lesquels la CENI s'est basée pour adopter le chronogramme des élections présidentielles et des communales en Guinée. Alors, Madame Camara, vous êtes commissaire à la CENI, directrice adjointe planification et si vous voulez, fichier électoral. Aujourd'hui, on parle d'inversion du chronogramme initial de la CENI, des élections présidentielles et communales. Selon vous, sur quoi vous vous êtes basé? Merci beaucoup, Monsieur Isidore, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je dis grand merci à l'équipe de la RTG, à votre équipe technique. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu qu'il y a peut-être une incompréhension, mais il n'y a pas de chronogramme initial, il n'y a pas eu d'inversion de chronogramme. Parce que le chronogramme, c'est le calendrier électoral qui met en phase l'ensemble des opérations techniques et opérationnelles d'une élection. Et donc, nous avons travaillé à Kindia sur la base du cadre juridique. Nous avons pu aujourd'hui, en déroulant l'ensemble des activités, commencer à dire qu'on, conformément à la loi, on fait l'élection présidentielle et ensuite nous allons faire les élections communales au premier trimestre de l'année 2016. Donc il y a eu deux chronogrammes qui ont été donnés et je pense que les deux chronogrammes, il n'y a pas une question de dire qu'on a privilégié une élection ou laissé une autre. Toutes les deux élections ont été planifiées. Alors, M. Bader Kaba, vous êtes professeur de droit et de sciences politiques. Vous apportez votre expertise à la CENI. Que dit la loi sur ce chronogramme? Eh bien, je vous remercie, chers messieurs, pour me donner l'opportunité, avec Mme Camara ici présente, de m'exprimer sur cette question qui est essentielle, en tout cas qui préoccupe l'opinion publique dans notre pays. Alors, à cette première question, il faut dire tout de suite que, eh bien, la CENI a mis en avant l'idée d'organiser les présidentielles avant les municipales pour trois impératifs juridiques. Le premier impératif, c'est celui même qui est défini par le titre 3 de notre Constitution, qui porte sur le pouvoir exécutif en son article 28. Eh bien, chers messieurs, dites-vous bien que cet article, cette disposition constitutionnelle est très claire. L'élection, le premier tour de l'élection présidentielle est organisé au mieux 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, au plus tard 60 jours avant l'expiration du dit mandat. Cela a une signification très simple, j'allais dire même très triviale, pour ceux de vos millions de téléspectateurs qui ne sont pas forcément aguerris à la juristique, hein, à la technique juridique. Eh bien, l'article 28 nous impose deux hypothèses. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse haute, qui demande à la CENI d'organiser le premier tour de l'élection présidentielle 3 mois avant la fin de l'expiration du mandat du président en exercice. Ça, c'est l'hypothèse haute. Le président en exercice actuel, le professeur Alpha Condé, a été investi le 21 décembre 2010. Alors, lorsque vous faites la déclinaison, au 21 décembre 2015, il aura atteint 5 ans. Je précise que le mandat lui confère la possibilité de rester au pouvoir pendant 5 ans. Donc, 21 décembre 2010, 21 décembre 2015, ça fait 5 ans. La CENI a l'obligation, au titre de l'article 28 que je vous ai cité tout à l'heure, d'organiser 3 mois avant l'expiration de ce mandat, au mieux le premier tour. Cela signifie qu'en restant dans l'esprit, mais aussi dans la lettre de l'article 28 de notre Constitution, eh bien, le premier tour devra intervenir au mieux, je dis bien au mieux, autour du 20 septembre 2015. Donc, l'hypothèse haute basse plutôt, dit que si on ne peut pas le faire le 20 septembre, eh bien, au plus tard, il faut le faire 60 jours, donc 2 mois avant l'expiration du mandat, ce qui nous ramène au mois d'octobre. D'où l'idée du choix du mois d'octobre. Ce n'est pas un choix qui est fortuit, ce n'est pas un choix qui est imposé par qui que ce soit,
C'est un choix qui est dicté par les termes même de notre Constitution, qui se trouve être la norme juridique supérieure. Donc, en respectant l'article 28 de la Constitution, la CENI est obligée d'organiser, c'est un principe erga omnes, une obligation à laquelle elle ne peut pas échapper sous peine d'être en dehors de la loi, ce qui n'est pas acceptable. Vous savez que le président Bakary Fofana a été très clair dessus. Il faut respecter la règle de droit. La CENI est une institution, c'est un sujet de droit. Il faut rester dans ce que dit la Constitution. Donc, première explication, il faut organiser l'élection présidentielle en respectant le délai légal, le délai constitutionnel. Donc, en respectant le délai légal, le délai constitutionnel. Madame Camara, l'autre question qui se pose, ce qui fait grincer les dents au niveau de la classe politique guinéenne, ce qui divise surtout, c'est le fait que pour certains, pour l'opposition, il faut le dire clairement, il fallait que les communales précèdent les présidentielles. Alors, techniquement, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma où on met l'élection présidentielle avant l'élection communale? Je vous remercie beaucoup, mon cher résident, et je pense que je ne vais pas aller dans le domaine politique parce que je suis d'une institution technicienne et moi-même technicienne. Après les élections législatives, vous vous souviendrez qu'il y a eu un accord politique global interguinéen en prélude à l'organisation des élections législatives. L'accord du 3 juillet. L'accord du 3 juillet. C'était pour permettre à la classe politique de s'entendre sur un minimum de règles, de transparence, de crédibilité pour aller aux élections législatives. Sous l'égide des Nations Unies, qui était, le facilitateur était Saïd Louid, et on avait permis à la mouvance de désigner un facilitateur qui était l'honorable Aboubakar Sontaré. Un autre facilitateur a été désigné par l'opposition qui était Net Salif Silla. Je fais ce rappel pour que les gens puissent comprendre nous sommes dans quel contexte. Il faut le reconnaître que l'organisation des élections communales par la CENI était prévue en 2014. Mais nous avons eu des impératifs techniques, administratifs. La CENI devrait continuer sur la demande des acteurs politiques qui ont constaté que leurs électeurs étaient éloignés des bureaux de vote ou qui avaient une mauvaise affectation des électeurs par endroit. Et aujourd'hui, les statistiques nous ont montré que sur 5 millions, ça ne concernait qu'au moins 300 000 électeurs sur ces déplacements, l'éloignement de ces électeurs. Et au résultat final, c'est 126 000 électeurs qui ont été impactés de cette correction. Donc la CENI a décidé de corriger. Effectivement, elle a commencé à discuter. Parce que vous savez, le fichier, c'est le logiciel. Logiciel qui enrôle, logiciel qui sert à faire la base de données, un module qui sert à affecter les électeurs, le monitoring, ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble de solutions techniques qui permettent de constituer une base de données qui est aujourd'hui appelée le fichier électoral guinéen, donc qui constitue des listes. On ne pouvait pas le faire, la CENI, sans aller avec l'ancien opérateur qui était Wemark Sabari, qui a été décrié. Alors on a été rappelé par le dialogue qui a avorté. Je dis bien qu'il a avorté parce que le dialogue a continué, il n'y a pas eu de conclusion finale, de rapport, de procès verbal signé. Pour nous dire, vous ne pouvez pas continuer avec l'opérateur. On a essayé d'expliquer techniquement pourquoi nous partons avec eux. Parce que c'est leur solution qui était là. C'est leur propriété intellectuelle qui était la solution. Nous ne pouvons que partir avec ces gens. Ils nous ont dit non, vous ne pouvez pas continuer. L'accord politique a dit que le rôle de Sabari et de Wemark, le couple Wemark-Sabari, s'arrêtait à l'impression des cartes d'électeurs pour les élections législatives de 2013. On a dit d'accord, on arrête. Entre-temps, la CENI est rentrée dans une consultation restreinte pour avoir un nouvel opérateur technique. Cette consultation restreinte, après que le dialogue est avorté, nous a amené jusqu'au mois de juin, juillet. Finalement, on a fini par signer en septembre avec une société malienne, ICD. Parce qu'il y a eu 3 soumissionnaires. Il y a eu une société guinéenne, une société burkinabé et puis une société malienne qui était ICD. Donc c'est ICD qui avait remporté et il devrait travailler sur 3 mois. Mais d'abord, première préoccupation, comme l'élection est faite de ci et ci, ici, si cela est capable, on est confronté à l'épidémie Ebola. La première mission du mois de mars écarte toutes les préfectures de la région forestière. On fait partiellement la mission pour aller recueillir quelles sont les difficultés
quels sont les problèmes sur la cartographie, en écartant 6 préfectures de la région forestière. Ce premier travail était là, il fallait faire partir une autre mission en juin pour essayer de couvrir l'ensemble du territoire. Quand on a fini, l'implémentation est intervenue en octobre. Déjà, on était au mois d'octobre. La CENI donc était engagée à organiser les élections communales. Mais il y avait d'autres aspects qui n'étaient pas encore élucidés. C'était le nombre de conseillers par circonscription électorale. C'est fait, le Code des collectivités nous dit que c'est le nombre de la population. C'est en fonction du nombre de la population, je pense que juridiquement, M. Bader va vous expliquer cela, qu'il faut définir le nombre de conseillers. Et vous savez, en 2005, les maires ont été élus pour 4 ans, pas pour 5 ans. La loi en vigueur à l'époque était pour 4 ans. Et c'est sur la base des statistiques de la population qui a été faite en 1994, recensement de 93, finalisé en 94, qui a servi de base pour définir le nombre de conseillers par commune. Si nous devons nous en tenir à la loi, il faut forcément aujourd'hui avoir les statistiques nouvelles de la population guinéenne par circonscription électorale, donc par commune urbaine et par commune rurale. Nous n'avons pas cela. À l'époque, on a fait venir la Direction nationale de la statistique qui nous a dit qu'on pouvait travailler sur une sorte d'extrapolation. Et on a mis une commission mixte. La loi ne nous permettait pas d'aller sur cette extrapolation. Donc cette commission mixte CENI-MATD a travaillé, a ressorti les incohérences qu'il y avait. Parce que l'ordre des élections locales commence par l'élection des conseils de quartier. Ensuite les conseils de district, ensuite les conseils communaux, après interviennent les conseils régionaux. Premier facteur, la loi, le code électoral nous dit que pour aller aux élections des conseils de quartier, on vote à main levée. C'est contraire à la Constitution qui dit que le vote est secret. C'est-à-dire que la candidature est posée le jour J et les candidats s'alignent, les électeurs s'alignent. Comment on peut savoir qui est électeur dans un quartier? C'est impossible. Donc on était confronté à ce problème juridique, M. Bader reviendra là-dessus. Deuxième problème au niveau des districts. On dit que la liste doit être proportionnelle. En même temps, on dit qu'on vote encore à main levée. Confusion. Troisième aspect, la régionalisation n'est pas effective en Guinée. Comme je vous ai expliqué pour les communales, on ne pouvait pas avoir le nombre de conseillers. Donc, la commission a recommandé à la CENI de mettre en priorité l'organisation des élections communales d'abord. Ensuite, si l'Assemblée nationale, donc qui est le législateur guinéen, prend des dispositions pour pallier à ces incohérences dans notre texte, dans nos textes de loi, nous allons aussi passer. Et si la régionalisation devient effective, on va passer à ces élections. Donc vous comprendrez pour nous qu'il y a des préalables pour aller à des élections communales. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire, avec les consultations avec notre partenaire qui est le MATD et extrapolation faite au ministère du Plan, nous avons aujourd'hui une date estimée qu'en fin septembre, donc au 30 septembre, nous allons finir avec les statistiques de la population. On va avoir les résultats liés aux activités. Moi, le problème, c'est que déjà en 2014, il était prévu qu'on fasse les élections communales. Tout à fait. Et compte tenu des incertitudes et des problèmes, on n'a pas pu faire les communales. Et aujourd'hui, l'inquiétude, c'est qu'on va vers les présidentielles avant les communales. Donc, clairement, juridiquement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je crois que c'est utile qu'on s'interroge pourquoi spécifiquement en République de Guinée, en tout cas par rapport aux acteurs qui animent la vie politique dans notre pays, pourquoi il y a une spécification, une focalisation sur les élections communales. La constitution de notre pays, le code électoral font état des 4 types d'élections. Vous avez des élections de président de district pour les zones rurales, en l'occurrence les CRD par exemple, les communautés rurales de développement, les présidents de district doivent être élus. Deuxième niveau d'élection, c'est l'élection des présidents de conseils de quartier, qu'on appelle les chefs de quartier. Troisième niveau d'élection, imposé par le code électoral, prévu aussi par les dispositions constitutionnelles de notre pays, c'est l'élection des conseillers régionaux. Enfin, le 4e niveau, c'est l'élection municipale ou communautaire, ou même communale si vous voulez. Pourquoi voulez-vous faire une lecture sélective de la Constitution? Les Guinéens n'ont pas le droit d'avoir des présidents de district. Nos concitoyens n'ont pas le droit d'avoir des présidents de conseils de quartier, donc des chefs de quartier. Nous n'avons pas le droit d'avoir des conseils régionaux. Écoutez, chers messieurs, la Guinée, au moment où je vous parle, est confrontée à 3 difficultés. Première difficulté,
les pouvoirs locaux, que ce soit les maires, les présidents de CRD, les chefs de quartier, les présidents de district, ont épuisé leur mandat. Nous ne pouvons pas accepter qu'en démocratie, que nous ayons affaire à des pouvoirs locaux dont le mandat est expiré. C'est la raison pour laquelle un des grands soucis exprimés par le président de la CENI, M. Bakary Fofana, c'est d'exiger auprès des autres commissaires, et c'est vraiment un sentiment légitime qui est partagé par les commissaires, que tout soit mis en œuvre auprès du département de la planification des opérations techniques pour que ces élections puissent avoir lieu dans des meilleures conditions possibles. Car il faut respecter la loi. La question, ce n'est pas d'aller vite en confondant la vitesse et la précipitation. La question, c'est de satisfaire aux exigences démocratiques. Ça veut dire simplement que nous avons besoin, nos populations ont besoin d'avoir des pouvoirs qui soient légaux, mais aussi qui soient légitimes. Car, messieurs, c'est comme ça qu'on construit une démocratie. On ne peut pas continuer avec des délégations dont les mandats sont arrivés à expiration. Premier souci. Le deuxième souci, dis-je. Je reviens les délégations, les pouvoirs actuels dont vous parlez, les délégations communales, les présidents de délégations dont on parle, les mandats sont épuisés. La loi est très claire. Si on exige les présidentielles avant cette délégation, avant le changement des communales, je crois que là, il faut une explication technique et précise pour que le commun... une explication technique et précise pour que nos téléspectateurs, que nos concitoyens, que les Guinéennes et les Guinéens comprennent, que nos amis, nos partenaires techniques et financiers comprennent. Premier élément d'explication. La loi nous dit que pour faire une élection locale, en l'occurrence pour l'élection municipale, l'élection communautaire ou communale, il faut mettre en place des commissions administratives de révision et de vote. À la tête de chacune de ces commissions, il faut un magistrat, qui doit même le présider, un magistrat de l'ordre judiciaire. Au moment où je vous parle, il y a 343 circonscriptions électorales en Guinée. Ça veut dire qu'il faut 343 magistrats. Eh bien, messieurs, vous ne les avez pas. Nous avons rapproché la Cour suprême, on a rapproché la chancellerie. Le nombre de magistrats disponibles au jour de l'ordre judiciaire ne dépasse pas 212. Vous avez un déficit de près de 86 magistrats. Vous allez les trouver où? Vous avez le temps de recruter tout de suite les magistrats pour les former, quand bien même, avec la bonne volonté du président de la CENI, des commissaires de la CENI, Mme Camara ici présente, qu'on va démobiliser les magistrats disponibles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, pendant le temps de l'élection, de magistrats disponibles pour l'ordre judiciaire. Vous allez provoquer une paralysie de l'institution judiciaire. Deuxième élément d'explication. Aujourd'hui, nous avons un vide juridique pour l'organisation des élections locales. Les dernières ont lieu, messieurs, en 2005 en République de Guinée. Depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection locale, en l'occurrence l'élection des maires et des présidents des CRD. En 2005, nous avons une partie réglementaire qui a fait l'objet entre-temps d'une abrogation. Madame Camara, techniquement, il est plus possible et rapide d'avoir les moyens politiques, les moyens techniques pour organiser les élections présidentielles que d'avoir les moyens techniques pour les communales. Très clairement, M. Isidore, parce que, comme il l'a dit, je vais abonder dans la suite de M. Bader, il y a des implications. L'institution aujourd'hui, à mon avis personnel, prend des risques. Pourquoi? Parce que nous avons fixé un chronogramme qui nous amène aujourd'hui au 20 mars pour l'organisation des élections communales. Tout en sachant que nous avons approché le ministère de l'administration du territoire, le plan, donc la direction nationale, en sachant qu'ils vont finaliser, comme je l'ai dit, le résultat final, parce que c'est un résultat provisoire qui a été donné. Et je ne rentre pas dans ce débat, vous avez suivi les contestations liées à ce résultat provisoire. Le résultat final qu'ils vont présenter, ça va déterminer le nombre de populations par circonscription électorale. C'est sur cette base que le nombre de conseillers est défini par chaque circonscription électorale. Donc, nous l'avons planifié. Pour nous, d'ici septembre, c'est-à-dire à commencer du mois de mars jusqu'en septembre, nous pouvons régler ces opérations administratives qu'on a appelées opérations administratives. Cela nous amène à quoi? À faire un projet de décret que le président de la République va publier, signer et publier, qui va nous donner la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des communes en République de Guinée. Donc c'est après cela, quand la CENI a ce décret, que la CENI aujourd'hui pourra demander maintenant, première activité après ce décret, la CENI va lancer les appels à candidature, c'est-à-dire le dépôt des candidatures. Tant que nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas parler de dépôt de candidature. On ne peut pas aujourd'hui nous dire, allez aux élections, on ne connaît pas quel est le nombre de conseillers que nous allons utiliser
Ou bien si aujourd'hui, on peut tordre le cou à la loi, la classe politique s'entend pour dire non, vous allez sur la base des anciens nombres de conseillers qui existent, c'est contraire à la loi. Si c'est dans un accord signé, d'accord, tant mieux, on va le faire. Mais au-delà de ça, il faut d'abord cela. Parallèlement à ce règlement-là, nous allons poser, deuxième problème que nous allons leur poser, vous voulez qu'on organise, on a fixé la date pour le 20 mars, ça va être les mêmes cartes d'électeurs. Parce que la loi nous demande de faire une révision l'année qui précède l'organisation d'une élection ou la révision à titre exceptionnel. Comme on a eu la révision en 2015 et que nous allons être au premier trimestre et qu'on a enclenché les opérations en 2015, voulez-vous que ce soit la même carte d'électeur? Parce que c'est la CENI qui fixe la durée de vie d'une carte d'électeur. Donc, on va dire on va avec les cartes d'électeurs de 2015, donc de l'élection présidentielle, pour organiser les élections communales. Mais franchement, on ne peut pas traiter la candidature, la question de candidature par circonscription électorale si on n'a pas réglé ces préalables administratifs. Donc, une fois que ces préalables seront réglés, c'est comme ça qu'on a déroulé les opérations techniques liées à l'organisation de l'élection communale. C'est ce qui nous amène, c'est ça la partie technique, c'est ce que les citoyens, nos concitoyens doivent comprendre. Peut-être, il faut reconnaître quelque chose que nous devions approcher depuis 2014. Moi, je le reconnais, je forme mes culpa, je suis commissaire de la République, j'ai juré de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de la CENI. On devrait approcher la classe politique pour leur dire attention en 2014. Vous voulez des élections communales, des élections locales, mais il y a assez de préalables. Maintenant, ils sont députés, la plus grande partie, ils sont députés à l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Il est important aujourd'hui qu'eux-mêmes, ils se saisissent du code et qu'ils puissent, dans la session des lois, qu'ils puissent vraiment revenir sur ces questions, traiter ces questions. Et il faut se dire aussi qu'il n'y a pas de texte d'application à notre code électoral. Et une bonne fois régler les problèmes de texte d'application. C'est comme ça qu'ils vont baliser le terrain juridique parce qu'ils sont législateurs. C'est les partis qui sont à l'Assemblée, je m'adresse à la mouvance, à l'opposition, c'est eux qui sont les législateurs aujourd'hui dans ce pays. Ils doivent baliser le terrain juridique pour nous permettre, après qu'on ne soit pas là à dire oui, on a fait les élections communales, mais où sont les élections des conseils de district et les conseils de quartier? La régionalisation, je termine par ça, il faut la rendre effective aujourd'hui. Donc ça veut dire en clair, le cadre juridique pour l'organisation des élections communales n'est pas complètement cerné. Cependant que le cadre juridique des élections présidentielles est tout à fait étoffé déjà. Alors, le cadre juridique qui planifie la tenue des élections locales et régionales dans notre pays nous impose 3 contraintes pour lesquelles techniquement il n'y a pas de solution. Premièrement, il manque les textes d'application au code électoral. Deuxièmement, nous n'avons pas la clé de répartition pour le nombre de conseillers. Donc, je vous rappeler, chers messieurs ici présents, que l'article 86 du code électoral est très clair. Pour une circonscription électorale dont le nombre d'habitants est au moins à 10 001 habitants, il faut 11 conseillers. Le même article, l'article 86 du code des collectivités locales, nous rappelle que entre 101 habitants et 300 000 habitants, il faut 31 conseillers. D'accord? Mais au moment où je vous parle, vous le savez très bien que la Guinée a connu l'année dernière, ou cette année, l'organisation générale, le recensement général de la population. Les résultats sont en voie d'être agrégés pour qu'il y ait une validation. Il y a des travaux qui sont en cours de finalisation. Et puis, troisièmement, comme je vous ai dit, pour faire une élection communale, chers messieurs, Mme Camara vous l'a expliqué, vous avez 3 opérations incompressibles. Premièrement, le recrutement d'un opérateur technique. Nous avons déjà recruté Gemalto. Ça nous a coûté excessivement cher. Dois-je vous rappeler que l'organisation de l'élection municipale sera 5 fois plus chère que les présidentielles. Au bas mot, ça sera 250 milliards. Je précise qu'avec 200 milliards, avec 200 millions de francs guinéens, vous avez la possibilité de construire un lycée, un collège. D'accord? Si vous mettez 200 milliards, ça vous fait quasiment l'équivalent de 10 écoles. D'accord? Mais imaginez qu'une élection nous coûte 250 milliards. Je rappelle que moi j'ai regardé la loi des finances, le cadrage 2014-2015, on a un gap résiduel de près de 5 000 milliards de francs guinéens à trouver. Donc l'organisation de l'élection, des élections régionales pose aussi des difficultés d'ordre financier. Il faut trouver de l'argent pour financer ça. En outre, quand bien même, avec la bonne volonté de la CENI,
on fera un avenant avec le contrat de Gemalto, puisque Gemalto déjà a un contrat pour conduire les élections présidentielles. Mais si on trouve un avenant, allez, on fait un avenant, mais ça va nous coûter combien déjà? Voyez-vous? Donc, en raison de toutes ces difficultés, la sagesse, la décision qui a été celle de la CENI, qui a été prise de manière collégiale, vous savez que la CENI, voilà, on a pensé utile de respecter la Constitution, puisque c'est un principe erga omnes, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, car en réalité, il faut éviter à notre pays, la République de Guinée, le risque d'une déstabilisation institutionnelle. Imaginez un tout petit peu ce qui peut arriver à ce pays, que le 21 décembre, on n'a pas organisé l'élection de président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Un arbitrage militaire? Une nouvelle transition? Non, les Guinéens n'ont pas besoin de ça. On a fait le choix d'être un pays démocratique, de consolider les acquis démocratiques, d'être un État des droits, une véritable démocratie, un exemple pour l'Afrique. Il faut faire le choix d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle je crois c'est important qu'on privilégie l'essentiel sur l'accessoire. L'essentiel, c'est de respecter le délai constitutionnel. C'est une exigence à laquelle on ne saura faire abstraction. Nous sommes des légalistes, en tout cas le couloir qui est le mien, c'est un couloir technique, c'est un couloir juristique. Voilà, il y a des gens dont le métier c'est de faire la politique, qu'ils la fassent, il n'y a pas de problème. Mais la CENI est tenue par l'obligation de respecter la règle de droit. Je rappelle qu'au-delà des... La CENI est tenue par l'obligation de respecter la règle de droit, vous le dites, en organisant les élections présidentielles avant les élections communales. Il y a la question de transparence et de crédibilité. Quelles sont les garanties? Il y a la participation de la classe politique à toutes les étapes de l'organisation d'une élection en République de Guinée. Parce que la protestation de l'autre côté de l'opposition, des leaders politiques, c'est parce que... Je vais vous expliquer. C'est un problème d'incompréhension. Je pense que souvent, nous, commissaires, on doit être amenés à faire cet exercice d'information des citoyens, des électeurs, mais aussi de la classe politique. Ça, il faut que nous fassions un effort sur nous-mêmes pour faire souvent cet exercice. Vous parlez de la CENI. La CENI, aujourd'hui, qui est en Guinée, ce n'est pas une CENI technique, c'est une CENI politico-technique où les partis politiques ont désigné des gens en qui ils ont confiance à la technicité pour leur dire écoutez, nous vous faisons confiance, allez prêter serment. Une fois que vous avez prêté serment, vous ne relevez plus de nous, mais nous voulons seulement que vous organisez des élections transparentes. Donc c'est eux qui sont les organisateurs au fait. Ça c'est un premier aspect. Deuxièmement, au sein des démembrements, il y a les représentants des partis politiques. Aujourd'hui, j'ai lancé les activités de mise en place des démembrements à Koya, mais l'opposition parlementaire est là. Ils se sont organisés sous forme de coordination. Au niveau de la préfecture, il y a deux représentants de l'UFDG, un représentant de l'UFR, un représentant de l'UPG, un représentant de PDM. Donc ce sont les 5 représentants. La mouvance aussi, avec ses alliés, ont donné 5 représentants. L'administration a donné ses 2 représentants. Et la société civile, comme elle est aujourd'hui plurielle aussi, elle a donné ses représentants. Donc vous comprenez combien de fois notre code implique les partis politiques. Pour la révision des fichiers, les commissions administratives de révision des listes électorales ont dit que les partis politiques engagés dans une élection doivent désigner leurs représentants. Donc ça veut dire qu'ils sont là, ils contrôlent la transparence de cette opération de révision des listes électorales. Donc si tu es représenté, si tu es un parti politique qui a aujourd'hui une couverture nationale, tu peux forcément contrôler toutes les opérations de la CENI, jusqu'à l'affichage, jusqu'à la distribution des cartes d'électeurs, et même dans les bureaux de vote. Parce que notre loi dit que les 2 assesseurs sont choisis parmi les représentants de la mouvance et de l'opposition, qui deviennent membres du bureau de vote. Donc si vous êtes organisé, ils sont là, du début à la fin, jusqu'à la centralisation des résultats. Les 2 assesseurs au sein de la commission administrative de centralisation des votes dans les préfectures, les 2 assesseurs sont issus de la mouvance et de l'opposition. Il y a les délégués des partis dans la salle. La transmission se fait avec un délégué de la mouvance et un délégué de l'opposition. Donc, pour moi, c'est toute la transparence, cadrée sur le juridique, l'implication de tous les acteurs, de l'ensemble du processus, avant, pendant et après le scrutin. Donc, toutes les 3 phases, les partis politiques sont impliqués. Il faut seulement une organisation sur le plan national. Il ne faut pas que le parti soit seulement à Conakry, mais qu'il ait une représentation nationale et qu'il ait des représentants dans chaque localité pour pouvoir suivre l'ensemble des opérations. C'est ça la transparence en fait. Exactement, Madame Camara ici présente. La transparence est vitale. Vous savez, la clé
d'un système démocratique, c'est la confiance des citoyens, à la fois dans l'institution qui organise le processus électoral, mais aussi la clé repose sur la confiance des acteurs entre eux. On dirait un mot dessus tout à l'heure. Alors, sur la transparence, il y a eu des avancées notables. J'en ferai état tout à l'heure. Mais permettez-moi, à ce stade précis de la réflexion, d'évoquer 2 obstacles par rapport au municipal, car c'est extrêmement important pour que les gens comprennent. Le premier obstacle, qui est juridique, c'est le mode de scrutin. Dois-je vous rappeler que notre Constitution, dans son titre premier, en l'occurrence dans l'article 2, est très clair. Le vote en Guinée, le suffrage en Guinée est un suffrage universel, libre, direct et secret. C'est ce que dit notre Constitution dans son article 2, titre premier. Lorsque vous regardez le code électoral, pour l'élection des chefs des quartiers, des présidents de district, le mécanisme est tout autre, puisqu'on permet aux électeurs potentiels de lever le doigt ou de s'aligner derrière le candidat de leur choix. Quand vous levez votre doigt ou quand vous vous alignez derrière le candidat de votre choix, vous rentrez manifestement en contradiction avec la disposition constitutionnelle qui, elle, exige que le suffrage soit à la fois universel, les hommes et les femmes doivent voter, c'est ce que ça signifie concrètement pour que tout le monde comprenne, il doit être libre, la liberté du scrutin signifie que personne ne doit être contraint pour voter pour un candidat qui n'est pas celui de son choix. Deuxièmement, le vote doit être égal, c'est-à-dire que tous les électeurs doivent voter dans les mêmes conditions. Nous venons tous à l'isoloir, voilà, et il doit être secret. Alors la dimension secrète signifie que le citoyen, l'électeur, mérite une certaine intimité politique au moment de l'expression du choix. Mais cette disposition est contraire aux dispositions du code électoral. Notre code électoral peut être parfait, c'est vrai, Madame Camara, mais il faut qu'on fasse un effort pour le toiletter et qu'il soit au diapason des dispositions qui sont celles de la Constitution. Vous savez, en droit, c'est très simple. Même les étudiants en première année le savent. Moi, je le dis à mes étudiants et tous les professeurs le disent, ici en France ou ailleurs. Lorsqu'une disposition rentre en contradiction avec la Constitution, cette disposition est censée être nulle et de nul autre effet. Ça veut dire que la Constitution est la règle juridique supérieure, c'est la norme juridique supérieure. Donc nous avons un problème juridique, c'est d'abord faire la conformité du code électoral par rapport à la Constitution pour l'organisation des élections locales. Et puis le communal. Et je finis par ça, si vous permettez, vraiment, je finis par ça, cher Isidore, parce que c'est extrêmement important. Je crois qu'il faut sortir de l'idée qui consiste à faire une lecture sélective des textes de loi dans notre pays. Vous prenez ce qui vous arrange. Non, ça ne marche pas comme ça. La Constitution a été généreuse pour la démocratie dans notre pays en prévoyant non pas une élection, mais 4 élections. Les chefs de quartier, oui. Les présidents de district, oui. Les conseils régionaux, effectivement, mais aussi les maires et les présidents des CRD. Ne prenons pas les maires et les présidents des CRD en laissant les 3 autres élections. Parce que ce qui fait la force d'une démocratie, c'est les pouvoirs locaux. Ce qui donnera à la Guinée la respiration démocratique, c'est 2 choses. Premièrement, que ces élections aient lieu dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais possibles, pour qu'enfin il y ait la légitimité pour ceux qui nous représentent, à la fois au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des districts et au niveau des quartiers. Et puis troisièmement, on va créer une véritable respiration démocratique en faisant en sorte que les citoyens, à la base, le principe de la proximité, aient des pouvoirs locaux en face qui soient légaux et légitimes. Je crois que, indépendamment des clivages politiques, nous devons tous nous mettre d'accord sur cet objectif qui est à la fois un principe républicain, mais une avancée démocratique pour la Guinée. Mais sur la question, c'est parce que, je crois, les politiques pensent qu'au niveau du pouvoir local, il faut que le pouvoir local soit représentatif de tous les partis en compétition. Ça, on en vient, vous avez raison, M. Isidore, à la question de la transparence là. Madame Camara vous l'a dit tout à l'heure, nous avons une avancée qui est notable, qui nous met à l'abri de toute tentative de fraude. Je dis tentative de fraude. Explication, ce que je comprends, il faut du temps, il faut donner le temps au temps pour que notre code électoral soit toiletté et pour que nous ayons un pouvoir local digne du nom. Oui, mais avec tous les en attendant ce temps, on peut mettre tous les partis politiques à l'aise puisque c'est des garanties constitutionnelles, ce sont des garanties légales. Nous avons 3 autres garanties qui sont essentielles. Première garantie, vous savez, le PV dans un bureau de vote, dans tous les bureaux de vote en République de Guinée, quand on fait l'opération électorale, le bureau de vote, on fait le PV en 5 exemplaires. Le premier exemplaire reste dans le bureau de vote, le deuxième est remis aux représentants de l'opposition, le troisième PV est remis aux représentants de la mouvance présidentielle,
Le 4e PV est remis à l'administration du territoire et à la décentralisation. Enfin, le 5e, le dernier PV, est remis à la Cour suprême. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait la sommation, la centralisation des résultats du scrutin, on est tous d'accord que tel parti a eu tel nombre de suffrages exprimés en sa faveur. Les délégués signent, les assesseurs signent, tout le monde signe. Quand c'est signé, le PV est fait en 5 exemplaires, chacun a son exemplaire. L'exemplaire du PV DIGE est affiché au niveau du bureau de vote pour les électeurs. Mais attendez, c'est une garantie de transparence. Ne croyez pas une chose, la CENI en République de Guinée ne peut élire aucun président ni faire perdre quelqu'un. Ce n'est pas le rôle de la CENI. Le rôle de la CENI constitutionnellement, parce que vous le savez, l'article 2 de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la CENI est très clair. La CENI est la Commission nationale électorale indépendante. Elle est chargée de l'organisation des élections politiques en République de Guinée, mais aussi du référendum. Mais si vous allez plus loin, l'article 132 de la Constitution du 7 mai 2010 confère la même plénitude à la CENI. 2 conséquences. Première conséquence, c'est extrêmement important, les acteurs politiques doivent respecter l'indépendance de la CENI. Ce n'est pas pour rien que c'est la CENI. Pourquoi? Si vous vous attaquez à la CENI, vous affaiblissez la démocratie dans notre pays. Nous avons tous, au-delà de nos clivages, qui sont des clivages importants, qui sont des clivages légitimes, on n'est pas obligé d'appartenir à la même formation politique. Les Guinéens ne veulent pas de la pensée unique, je crois qu'il y a eu une évolution importante, mais nous avons l'obligation de respecter les institutions républicaines. Donc l'autre garantie très importante, ce sont des missions d'observation électorale. Dois-je vous dire ici que la CEDEAO aura ses observateurs, l'Union africaine aura ses observateurs, l'Union européenne en fera tout autant. C'est pareil pour l'ONU, mais pour la société civile en Guinée. La société civile organisera des missions d'observation électorale. Mais même vous, chers messieurs, les journalistes, vous serez au courant avant la proclamation des résultats par la CENI. Donc voyez-vous, écoutez, on ne peut pas organiser de fraude dans ce sens-là. Et puis l'autre élément, et j'ai fini par ça si vous permettez. Moi j'ai entendu la crainte exprimée par l'opposition selon laquelle la présence des délégations spéciales dans certaines communes ou en Guinée d'une façon générale n'est pas de nature à les rassurer quant à la garantie de transparence du scrutin. Mais réfléchissons 2 minutes s'il vous plaît, messieurs. La présence des maires ou des délégations spéciales est très limitée. Ce n'est pas avec ça qu'on peut tricher. Je vais vous expliquer pour 2 raisons. La loi est très claire en Guinée. Le maire qui soit intérimaire ou définitif, a quelques pouvoirs qui sont limités. Je vais vous en citer 2 principalement. Premier pouvoir du maire dans le processus électoral, la désignation de l'endroit où on va afficher les messages des candidats. Mais c'est rien ce pouvoir-là. C'est le principe de la proximité qui l'impose. Le maire est le premier magistrat de sa commune. C'est lui qui est censé dire à la CENI ou à l'organisation, à l'entité qui organise la présentation des candidats et tout ça, tel endroit est mieux indiqué pour les panneaux d'affichage. Premier pouvoir. Le deuxième pouvoir, un maire a la possibilité, lorsqu'il estime qu'un candidat à une élection locale, municipale, régionale, des districts, de chef de quartier, a tenu des propos sur le territoire de sa juridiction qui sont de nature à mettre en cause l'unité nationale dans notre pays, la cohésion sociale, la paix civile. Il peut interdire l'organisation de ce type de manifestation quand il estime que le propos n'est ni républicain ni rassembleur. Mais ce n'est pas avec ça que le maire va tricher. Je vous donne un dernier exemple. Regardez Kaloum. Kaloum est une délégation spéciale. Mais que je sache, le parti qui soutient le pouvoir en place a été battu à Kaloum. Le RPG Arc-en-Ciel a été battu à Kaloum. À Matoto, le RPG Arc-en-Ciel a été battu. Mais pourtant, il y a des délégations spéciales là-bas. S'ils avaient autant de pouvoir, ils auraient triché peut-être pour le RPG Arc-en-Ciel. Mais il n'en est rien. Et je finis simplement par vous dire ceci. Le président Bakary Fofana, ainsi que les commissaires de la CENI, sont animés par une volonté qui veut faire de la Guinée un exemple de démocratie. Mais il voudrait, et je finis par ça si vous permettez, sur cette question, je finis, c'est extrêmement important, sur Isidore, sur la question de la transparence, et je finis cet exemple-là, sur la transparence, là, je m'arrête là, vraiment, chers messieurs. Ce que veut le président de la CENI, M. Bakary Fofana, ainsi que les commissaires, c'est 2 choses. Premièrement, l'organisation de l'élection présidentielle et même de l'élection municipale doit être une occasion de rassembler les Guinéens entre eux, de rassembler notre pays avec lui-même. Deuxièmement, on veut trouver aussi une occasion pour que la Guinée soit citée sur la liste des pays démocratiques, en tout cas des références démocratiques en Afrique. Savez-vous que pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, on a une diversité politique à l'Assemblée nationale qui est sans précédent. Vous avez près de 15 partis qui sont représentés. Au Canada, il y a 4 partis. Il y a combien de partis à l'Assemblée nationale en France? Très peu. Il y a une diversité politique. Et c'est la première fois dans notre histoire politique que les partis de l'opposition, donc qui ne sont pas en phase avec le pouvoir, ont
ait au moins 49 sièges sur les 114 sièges. La signification politique juridique, ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, au regard de la projection en sièges des derniers résultats des législatives du 28 septembre 2013, un Guinéen sur deux a voté pour l'opposition. Regardez Kaloum, qui est une ville stratégique. Kaloum, c'est la ville qui abrite le président de la République. Mais le RPG Arc-en-Ciel n'a pas gagné à Kaloum. Si la CENI était là en train de jouer pour le pouvoir, mais ils auraient fait en sorte que Kaloum au moins soit le bastion de pouvoir, que le RPG Arc-en-Ciel ait Kaloum. Mais ils n'ont pas eu. Que je sache, la ville de Kaloum est aujourd'hui, le député de Kaloum, c'est quelqu'un qui appartient à l'opposition. Non, il y a eu des efforts de transparence qu'il faut saluer et il faut continuer à les renforcer. Car la demande formulée par l'opposition qui consiste à faire en sorte qu'il y ait des garanties pour la transparence de l'élection, pour sa crédibilité, c'est une demande qui doit être soutenue car elle est légitime. Les dispositions sont prises au niveau de la CENI sur toute la chaîne pour qu'on parle des garanties et de transparence au niveau des élections présidentielles. Je vous dis, tout à l'heure j'ai expliqué l'ensemble des étapes du processus et je vous ai expliqué l'implication des partis politiques. La CENI, les 25 commissaires de la CENI, l'ensemble des démembrements de la CENI sont issus à 80% des partis politiques. Ils ont été désignés par les partis politiques pour la transparence, pour la crédibilité des élections dans notre pays. Au-delà de ça, nous sommes bien organisés à faire des élections vraiment transparentes, crédibles et impartiales. Mais ce que je demande pour la transparence des élections, j'interpelle l'ensemble des partis politiques, mouvance, opposition. Ne dormez pas sur vos lauriers. Organisez-vous sur l'ensemble du territoire. Soyez impliqués là où vous devrez être impliqués. La révision des listes va commencer. Vous qui êtes candidat pour l'élection présidentielle, désignez vos représentants dans ces commissions. Quand nous allons arriver à la phase d'affichage, désignez vos représentants. Dans les commissions de distribution, désignez vos représentants qui vont venir participer à la distribution des cartes. Désignez vos représentants qui vont aller dans les bureaux de vote comme assesseurs, mais en tant que délégués. Ensemble, nous allons suivre le processus, nous allons faire la transparence du processus, nous allons faire de notre processus électoral, accorder la crédibilité à notre élection présidentielle, mais aussi aux élections communales qui sont prévues dans le premier trimestre, précisément le 20 mars 2016. C'est la date qui est retenue par la CENI, mais pour le moment, cette date, ce n'est pas la CENI qui fixe les dates des élections. La CENI fait des propositions, c'est l'exécutif, donc le président de la République, qui prendra un décret pour entériner ou pas cette date du 11 octobre ou du 20 mars pour l'élection communale dans notre pays. Madame Camara, pour finir, on va dire un mot sur l'opérateur Gemalto rapidement qui apparemment ne fait pas l'unanimité avec l'opposition. Je pense que le recrutement de Gemalto a suivi, a collé au texte de loi en Guinée, notamment le code des marchés publics. La commission a été présidée, de sélection a été présidée par les marchés publics. Tous les travaux ont été effectués dans les locaux des travaux publics. Et il y avait le représentant de l'ARMP, l'autorité de régulation, il y avait le représentant de l'administration et contrôle des grands projets. Donc tout le monde était là. Nous avons collé à la loi. De la rédaction du dossier d'appel d'offres, la seule nouveauté cette fois-ci est que la CENI a pris ses responsabilités, a recruté un cabinet pour l'aider à élaborer le dossier d'appel d'offres, a lancé un avis d'appel d'offres international. Leurs sociétés ont acheté le cahier. Sur le plan international, 4 ont pu répondre. 2 sociétés françaises, une société hollandaise et une société belge. Et la compétition a été très très dure et Gemalto a été recruté sur la base de cette compétition. Le contrat a été signé. La contestation, oui, moi je me dis on aura toujours de la contestation parce que nous sommes des humains. Chaque fois qu'on fait un travail, ce qui plaît à M. Isidore ne me plaît pas. Si M. Isidore aime la couleur rouge, peut-être que Mme Camara aime la couleur bleue. Donc forcément, nous n'avons pas les mêmes. Mais ce que je peux dire, contrôlez-nous ou condamnez-nous. Est-ce que nous avons collé au texte de loi, comme l'a dit l'accord politique, le recrutement d'un opérateur technique international, conformément au code des marchés publics en vigueur en République? Est-ce que nous avons collé? Oui. Si nous n'avons pas collé, on peut nous dire qu'on a mal travaillé. Mais nous avons vraiment bien travaillé sur ce sujet.
Aujourd'hui, Gemalto a fini de former ses superviseurs. 500 superviseurs sont formés, évalués, prêts. Et on avait plus de 800 candidats, mais on a pu, par l'évaluation, éliminer 300, donc 500. Aujourd'hui, ce n'est pas une activité que la CENI fait directement, c'est Gemalto, c'est sur la responsabilité de Gemalto. Ensuite, ils viennent de lancer le recrutement des opérateurs de saisie. Leur formation interviendra dans la première quinzaine du mois d'avril. La révision des listes va commencer le 24 avril. Donc forcément, les opérations sont lancées. La CENI est engagée au respect de ces délais. Nous tirons vers la fin de cette émission, chers invités, M. Kaba, Mme Camara. Pour finir, je crois qu'au-delà de toutes les divergences, au-delà des contestations que font, les partis de l'opposition, le chef de l'État récemment, dans sa conférence de presse, a attiré l'attention sur la question de relance du dialogue politique, pour qu'il y ait un terrain d'entente sur tout ce qui se passe. Comment la CENI compte prendre le taureau par les cornes pour que, au-delà de toutes ces divergences, il y ait des échanges entre la CENI et les partis politiques pour qu'on ait un terrain d'entente sur la question. Merci. Je pense que... J'ai dit bien des échanges. Voilà, il faut être très clair. Hein? Le dialogue politique, c'est entre les politiciens, les mouvances opposition et certainement l'exécutif, donc le gouvernement en place. La CENI a un devoir, c'est d'échanger, c'est d'informer la classe politique sur l'ensemble des différentes étapes du processus électoral. Ça, c'est notre devoir. Et je pense que nous sommes en train de le faire. Il y a quelques jours, nous étions au Palais du Peuple avec la classe politique, parce que nous avons présenté les deux chronogrammes. Il y a eu des échanges, certes. Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour informer aussi. Et je vous ai dit que mon premier constat va sur Koya, parce que l'opposition est présente là pour déposer, ils ont déposé leur liste pour les démembrements. Donc ça veut dire que nous avons un devoir. Nous n'intervenons pas dans le dialogue, même si on nous fait appel souvent dans le dialogue pour les questions techniques. Parce que quand la CENI est invitée dans le dialogue, c'est pour aller donner des explications techniques sur le processus électoral, sur l'élection en cours. Si le dialogue est fait autour des législatives, on était toujours là pour expliquer à la classe politique quel est le cadre technique, quel est le cadre juridique, quel est le cadre institutionnel, comment les opérations se déroulent. C'est ça notre rôle dans un dialogue. Mais la CENI n'est pas dans le dialogue politique. Il faut qu'on soit clair. Pas de dialogue politique, on parle d'entente, d'échange d'informations, parce que le plus souvent, l'opposition dit et redit qu'elle n'est pas associée aux actions, elle n'a pas été invitée, ainsi de suite. Je vais vous répondre avant d'aller à M. Bader, s'il vous plaît. La CENI n'a fait aucune opération sur le terrain sans associer. Nous avons ici nos rapports, nous avons les signatures aussi, sans associer l'ensemble de la classe politique à la base. Au fait, le problème qu'il y a, c'est un constat que je fais lors de mes missions. Ce qu'on nous demande, la classe politique veut qu'on les écrive des lettres, on va les faire prochainement pour dire que nous allons faire telle opération sur le terrain. Mais une fois que nous sommes à l'intérieur du pays, on appelle les secrétaires fédéraux des partis politiques. Ils participent pleinement à nos différents travaux à l'intérieur du pays. Et il y a les PV de réunion qui sont signés par eux qui font foi. Certainement, et je l'ai dit tantôt la dernière fois au Palais du Peuple, il faut que la classe politique, parce que cette plainte n'est pas seulement de l'opposition, je m'en excuse. Je suivais le président du groupe parlementaire de la mouvance l'ADF pour nous dire que la CENI ne nous informe pas aussi. Mais qu'ils viennent, qu'on échange, qu'ils nous disent voilà le mode que nous voulons vous imposer pour notre information. Ne travaillez pas seulement avec la base, travaillez avec le sommet, ou faites comme ça, qu'il y ait des propositions. Même par écrit, si nous envoie des propositions, nous sommes tenus de tenir compte de ces propositions. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous sommes en train d'améliorer notre rapport, notre collaboration avec les acteurs politiques. Nous allons continuer à l'améliorer. Mais je lance un appel aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile. Nous sommes une institution. Nos portes sont ouvertes. Qu'ils viennent aussi nous dire, sur ce point, vous avez mal fait. Sur ce point, vous n'avez pas bien agi. On aurait souhaité que vous fassiez comme ça le travail. Qu'on regarde, est-ce que c'est conforme à la loi, leur souhait? Si oui, qu'on essaie de l'appliquer. Si ce n'est pas conforme à la loi, que la CENI puisse mettre les techniciens en face des politiques pour dire attention, vous souhaiteriez qu'on agisse ainsi, mais ce n'est pas conforme à la loi. Et je pense que cette collaboration
la CENI est demandeur de cette collaboration, et tout en assurant l'ensemble des partis politiques que nous allons encore fournir beaucoup d'efforts dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'échanger, de les informer. Monsieur Badé, pour finir rapidement, en tant que juriste, le dernier mot pour qu'on puisse entrer un peu ces différends, pour qu'on ait un peu quelque chose de concret au bout du fil. D'accord, merci Monsieur Isidore. 3 points de réflexion ici même. Premier point de réflexion, je crois que le président de la République, M. Alpha Condé, est dans son droit de demander la relance du dialogue politique. La CENI a un rôle qui impose 2 obligations. Première obligation, c'est de renforcer la transparence. Avec le commissaire Koevogi, à la demande du président Bakary Fofana, des travaux, des missions, des résultats sont obtenus pour garantir la transparence du processus électoral de début jusqu'à la fin. Ça, c'est une des obligations qui s'imposent à la CENI. Deuxième obligation très importante, me semble-t-il, c'est de renforcer, en tout cas, résorber le déficit de communication. La CENI, me semble-t-il, devra mieux communiquer auprès des acteurs institutionnels de la Guinée, auprès des acteurs techniques, auprès des acteurs financiers, mais aussi auprès des acteurs de la société civile et des acteurs politiques. Mais n'oubliez jamais que la CENI est une commission nationale indépendante. Il faut respecter son indépendance. La CENI n'a pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit. La CENI est indépendante du pouvoir exécutif. La CENI est indépendante aussi des partis politiques. Ça, il faut respecter cela, c'est extrêmement important, car c'est comme ça aussi qu'on va renforcer la démocratie dans notre pays. Mais les partis sont en droit, la classe politique, la société civile est en droit de bénéficier de la bonne information, j'allais dire de l'information potable. Deuxièmement, il faut renforcer la transparence. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, en tant que citoyen, oui, rapidement, je crois profondément que ce qui fait mal à la démocratie dans notre pays, c'est la crise de confiance entre les acteurs. C'est ça qui mine notre microcosme politique. Je crois que le défi qui est lancé, non pas à la CENI, mais le défi qui est lancé à l'ensemble des acteurs politiques de notre pays, c'est d'arriver à mettre fin à cette crise de confiance. Je l'ai dit tantôt, ce qui fait la force d'une démocratie, chers messieurs, c'est la confiance que le citoyen a dans ses institutions, qu'il s'agisse de la justice et des autres. Mais les acteurs politiques doivent pouvoir se faire confiance. Il est arrivé même dans des pays que le président sortant, avec le ministère de l'Intérieur, organise des élections qui soient battues. En France, on n'a pas besoin de la CENI. Aux États-Unis, on n'a pas besoin de la CENI. C'est l'État qui fait les élections. Mais pourquoi il n'y a pas de contestation? Parce qu'on a confiance en l'État. Je souhaite que dans notre pays, à court terme, que la classe politique apprenne à se faire confiance, mais que les citoyens aussi aient confiance en leurs institutions, que l'État aussi, les institutions étatiques respectent la démocratie. Je crois que la Guinée est un grand pays. Nous avons devant nous un bel avenir. Moi, j'aime la Guinée, j'aime profondément les Guinéens, et je pense que la belle au bas dormant va sortir de sa torpeur comme un aigle dont les ailes sont vraiment déchaînées. Nous avons vocation à être un grand pays pour l'Afrique, mais le monde entier nous regarde. Le monde entier a besoin de l'expertise qui sera la nôtre. S'il vous plaît, acceptons de privilégier la Guinée, de servir l'intérêt général, de mettre de côté les intérêts égocentriques ou égoïstes. Pensons à nos enfants, pensons à l'image de notre pays, pensons aussi à la confiance de nos citoyens. Merci M. Kabambadé, merci Mme Kamara Djenab Touré, commissaire à la CENI, j'arrive enfin. Mesdames, Messieurs, mes téléspectateurs, merci de nous retenir chez vous. Je crois que c'est la fin de cette émission. À très bientôt. Merci.